Quand j'étais plus jeune, mon grand-père me demandait souvent : « Le jour où tu perdras tout, que feras-tu » Je n'ai jamais réfléchi sérieusement à cette question et j'ai toujours répondu ce qui me semblait le plus sensé sur le moment. Quand j'avais 6 ans et que mon frère a cassé ma pelleteuse télécommandée, ça a été : « Eh bien, je vais réparer mon jouet. » À l'âge de 10 ans, quand nous avons déménagé à Manchester, près de Londres, j'ai déclaré d'un ton décidé : « Eh bien, je vais me faire de nouveaux amis. » Puis, quand ma mère est morte et qu'à 17 ans j'ai essayé d'être fort pour mon père et mon frère, j'ai affirmé : « Nous allons y arriver. » À l'époque déjà, baisser les bras n'était pas une option pour moi. Aujourd'hui, à presque 24 ans, dans ce bureau dans lequel j'ai soudain l'impression d'être un criminel, je ne trouve plus de réponse. La situation me semble sans issue, mon avenir incertain. Je ne sais pas ce qui va advenir de moi. J'ouvre le tiroir qui grince du bureau en cerisier massif et je sors les stylos et les bloc-notes qui y ont trouvé place pendant l'année. Mes gestes sont lents, mes bras plus lourds que du plomb. Il faut pourtant que je me dépêche. Je dois quitter les lieux avant la fin de la pause déjeuner. Vous êtes renvoyé avec effet immédiat. Je vous interdis tout contact avec les élèves de Maxton Hall. Si vous ne respectez pas cette décision, j'engagerai des poursuites contre vous. Les stylos me tombent des mains et atterrissent avec fracas sur le sol. Putain de merde. Je me penche, les ramasse et les balance sans considération dans le carton où j'ai mis mes affaires. Il contient déjà pêle-mêle des notes, des manuels, le vieux globe de mon grand-père et les cours que j'ai photocopiés pour demain et que je devrais jeter, ce que je ne me résous pas à faire. Je regarde autour de moi. Les étagères sont vides. Il ne reste que quelques feuilles sur le bureau et le sous-main taché indique que je corrigeais encore des copies il y a quelques heures. Une petite voix cruelle dans ma tête n'arrête pas de dire : « Tu es le seul coupable. » Je me frotte les paupières et je vérifie une dernière fois tous les tiroirs et les porte-dossiers. Je ne devrais pas différer mon départ plus longtemps que nécessaire, mais cela me coûte plus que je ne le pensais d'abandonner cette pièce. J'ai déjà pris la décision il y a quelques semaines de chercher un poste dans une autre école afin de pouvoir être avec Lydia. Ce n'est cependant pas la même chose de quitter un emploi selon ses propres termes que d'être escorté vers la sortie par le service de sécurité. Je déglutis et je prends ma veste sur le porte-manteau en bois. Je l'enfile sans réfléchir, puis j'attrape le carton et me dirige vers la porte. Je laisse enfin mon bureau sans y jeter un dernier regard. Je n'arrête pas de me demander : est-ce que Lydia est déjà au courant ? Comment va-t-elle ? Quand vais-je la revoir ? Que dois-je faire maintenant ? Est-ce que quelqu'un me réembauchera en tant que professeur ? Et sinon, qu'est-ce que je vais faire ? Il est hors de question que je réponde à ces questions pour le moment. Je chasse la panique qui monte en moi et je traverse le couloir en direction du secrétariat pour rendre mon trousseau de clés. Des élèves passent devant moi, certains me saluent amicalement. Un élancement douloureux me transperce le ventre. Ce n'est qu'avec difficulté que je parviens à leur rendre leur sourire. J'ai pris beaucoup de plaisir à enseigner ici. Je bifurque dans le couloir du secrétariat et j'ai l'impression qu'on m'a jeté un seau d'eau glacée au visage. Je me fige si brusquement que quelqu'un me télescope et s'excuse en marmonnant. Je l'entends à peine. Mon regard est scotché sur le jeune homme aux cheveux blonds vénitiens à qui je dois cette déplorable situation. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.